nous regardez aussi sur Espace TV tous les matins. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant. Si c'est maintenant que vous le faites, évidemment, on interroge l'histoire ce matin sur Radio Espace Guinée et dans notre émission Les Grandes Gueules. Mohamed Mara, on a donc Keyamou Bogola Abba avec nous dans cette émission ce matin. Bonjour messieurs, bienvenue sur Radio Espace. Bonjour. Bogos, bonjour et bienvenue dans... Mara, j'aurais vraiment aimé que tu dises quelque chose après avoir entendu ce témoignage-là, notamment sur le procès avant d'introduire en fait, ce matin encore, nous en discutions au bureau et je m'interrogeais sur un fait, c'est pourquoi Dadis, en tout cas ma connaissance, n'a jamais porté plainte concernant la tentative d'assassinat dont il avait fait l'objet. Et pourquoi il n'y a pas eu de plainte dans le dossier Makambo. Et il y a Zachary qui, bien sûr, a réagi. Il me dit, mais comment? En fait, on a revu le contexte, mais je me suis dit, il aurait quand même fallu porter plainte. Alors, il va falloir quand même, j'avoue que je n'ai pas d'informations là-dessus. Je vais vraiment chercher pour savoir est-ce qu'il y a une information judiciaire qui avait été ouverte. Parce que s'il y a une information judiciaire qui avait été ouverte, même si le dossier avait été classé sans suite, aujourd'hui, dès le moment où Dadis et Toumba se retrouvent là devant un tribunal et que les différents protagonistes sont là, ça va faire un élément nouveau, le dossier peut être ouvert. Et pourquoi? Là où ça peut être intéressant, c'est qu'une jonction peut être justement faite entre les deux dossiers. Ici, cela se fait. Croyez-moi, tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait cette jonction. Pourquoi? Il ne faut pas s'attarder simplement sur les événements de la journée du 9. Mais la gestion qui en a été faite peut nous révéler pas mal de choses sur ce qui s'est passé le 9. Parce que lorsqu'on vous explique l'acharnement qu'il a eu pour que Dadis ce jour-là trépasse, parce qu'on a tenu coûte que coûte à le tuer, je ne comprends pas qu'on dise que non, simplement c'est parce qu'il a voulu ôter le bonnet sur la tête de Toumba qu'on a failli attenter à sa vie et que celui qui le protégeait a été tué si atrocement. Est-ce que il y avait une intelligence derrière qui visait à supprimer coûte que coûte Dadis? Et si c'était le cas, par exemple, qu'est-ce qu'on voulait cacher au point qu'on cherche à attenter à sa vie pour le faire taire à jamais? Je pense qu'il y a des réponses à aller chercher dans la journée du 3 et par la suite comment Toumba a quitté la Guinée. C'est hyper important quand je me souviens qu'il y avait des avions ici en l'air, il y avait des hélicoptères militaires, il y avait des avions de chasse, la mer, tout avait été bougé. Néanmoins, Toumba est parti. Et Toumba n'était pas seul dans ce groupe. Il était avec d'autres gars. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Je pense que la journée du 3 pourrait nous révéler énormément de choses sur ce qui s'est passé le 9 septembre, date vraiment qui est devenue tristement célèbre. Voilà. Bogola Abba, bonjour et bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Allez-y, mon cher Jacques. Donc, on va vous entendre sur des actualités, la politique, mais également la justice. On va commencer par la justice, puisqu'on vient fraîchement de sortir d'une discussion sur ce volet-là. Comment est-ce que vous appréciez l'ouverture de ce procès sur les massacres du 28 septembre Bogola? Je crois que c'est un événement extrêmement important parce que nous avons dit la transition est censée résoudre les problèmes que les politiques n'ont pas pu résoudre. C'est-à-dire c'est une période exceptionnelle où on doit résoudre des problèmes exceptionnels. Et donc vous savez la question de la CRIEF, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, le 28 septembre, 13 ans, Alpha Condé et toute la classe politique n'avaient aucun intérêt que ce procès ait lieu parce que le président Dadis était bien à Ouagadougou sous le contrôle évidemment de l'État du Burkina Faso et la communauté internationale, Maître Sako l'a dit, et donc personne, aucun homme politique les hommes politiques, personne n'avait intérêt à ce que ce problème soit résolu, parce que tant que Dadis était dans cette nasse-là, ça arrangeait tout le monde. Alors donc, exceptionnellement, Doumbouya est mieux placé, parce que non seulement il n'était pas là, il n'était pas dans l'armée guinéenne. Évidemment, il a une période exceptionnelle où il doit poser des actes exceptionnels. Donc, c'est bien que ça se tienne maintenant et nous sommes très contents que cela se tienne. Je peux vous dire, j'ai vécu 3 ans, évidemment, au Burkina Faso. Je sais dans quelles conditions ça a été difficile pour le capitaine. J'ai été à la maison centrale où j'ai côtoyé, évidemment, Toumba pendant longtemps.
et pendant au moins 2 mois en prison. Et nous avons normalement échangé. Le CC Raphaël, avec qui d'ailleurs c'est lui, Founike Mengue, qui m'ont reçu. C'est lui d'ailleurs le pasteur de l'église de la maison centrale. Il a passé 13 ans, mais tout ce beau monde attendait, mais ils n'avaient aucune visibilité. Quel jour le procès doit se tenir? Dadis à Ouagadougou ne savait pas quelle est la suite à cette affaire. Combien d'années il allait passer. Donc maintenant que le procès se tient, ça donne une lisibilité, au moins que nous puissions savoir qu'est-ce qui va se passer. Et que pensez-vous de ces premières journées? On a vu cette colère noire que Dadis a piqué hier dans le box des accusés par rapport au fait qu'on ait renvoyé le procès pour le 10, mais surtout le fait qu'il soit encore en prison sans que les demandes de ses avocats ne soient honorées. Dites-nous votre réaction à ça. Je crois que je suis de ceux qui pensent que le président Dadis doit se calmer. Il a joué un rôle extrêmement important dans cette affaire. Déjà, l'avion du roi du Maroc qui est dérouté du Maroc pour Ouagadougou, c'est quelque chose d'extrêmement important dans l'histoire d'un homme. Un autre avion de Air Burkina qui est dérouté d'Abidjan pour Accra et retour à Ouagadougou, j'y étais, c'est extrêmement important. Un homme qui prend un coup sur sa tête d'un homme super formé et qui ne meurt pas. Donc, je ne sais pas si c'est la prison qui va être évidemment quelque chose qui peut l'effrayer. Il est en train de jouer un rôle extrêmement important dans l'histoire de notre pays. Il doit continuer à le faire. Et là, je déclare, je reproche quelque chose à notre pays. C'est qu'ils ont pris tout le soin de construire quand même un tribunal ad hoc. Mais ils n'ont pas pris le soin de construire quand même quelque chose pour loger les prisonniers. Parce que la maison centrale, je peux vous dire, si c'est dans l'état où nous l'avons laissé le 7 septembre, vraiment, elle n'est pas digne d'abriter quelqu'un comme Dadis. Est-ce que vous ne comprenez pas le message de Dadis, connaissant aussi les conditions de détention? On le disait ici hier, il reste à vérifier, les matelas sont au sol pour un ancien président. Il dit il faut sortir un peu de la forme, aller vite dans le fond, parce que le fait de le maintenir indéfiniment à cause des procédures, lui, il paye les frais. Est-ce que vous ne comprenez pas aussi ce message? C'est ce que je dis. Je dis, nous, je reproche cela à notre pays parce que ce procès est un procès extrêmement important. Dans le cadre des préparatifs, nous avons pris 13 ans pour construire, je veux dire, un tribunal ad hoc pour pouvoir tenir à voir, parce que nos tribunaux aujourd'hui, quiconque connaît Dixie, nous, avec toutes les toilettes qui sont complètement pourries, on ne pouvait pas tenir ce procès là-bas. Tout le monde a bien jugé nécessaire de construire quelque chose de nouveau. Et pendant ce temps, on devait penser où héberger les pensionnaires. Et donc, si cela n'a pas été fait, je pense qu'il est donc extrêmement important que des conditions soient aménagées pour qu'il soit en résidence surveillée et surtout qu'il a montré sa bonne volonté, parce qu'il est clé dans ce procès. Et sa vie est clé non seulement pour lui-même, mais pour le pays, parce que c'est lui qui donne une crédibilité à ce procès. Mais est-ce que cette réaction n'est pas aussi le signe qu'il n'est pas préparé à ce qui est en train de se faire? Le procès n'a même pas encore commencé, qu'il s'en lasse déjà. C'est quand même l'expression d'une certaine lassitude. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que au-delà de dire il doit se calmer, il faut peut-être lui dire, écoute Dadis, tu y es, mais ça pourrait prendre beaucoup plus de temps qu'il n'est paraît. Non, c'est pour ça, c'est extrêmement important ce que vous venez de dire. Des procès comme ça, quand on parle de préparation, il n'y a pas que les avocats. Il y a des préparateurs psychologiques qui doivent être là, des psychologues qui doivent être là pour préparer, des psychologues qui doivent être là pour préparer les uns et les autres. Cela fait partie de la défense. Et c'est pourquoi nous pensons que si évidemment la Cour pénale internationale, la communauté internationale qui est absolument au centre de cette affaire, pense que c'est dans des conditions comme ça, il faut mettre les conditions internationales pour la tenue du procès et l'argent doit être mis à disposition. Ça peut faire partie justement d'une stratégie même de l'accusation. Vous savez pourquoi parfois un procès va traîner jusqu'à 2 h du matin? C'est pour déstabiliser justement les prévenus. Parce que un Dadis déstabilisé, on estime qu'on aura plus de vérité, plus de choses venues spontanément. Est-ce que c'est pas à sa défense justement d'y réfléchir? Même si aujourd'hui il faut le reconnaître, c'est pas sa défense qui est en train de bloquer les choses. C'est la défense notamment des Toumba et des autres accusés qui sont en train de soulever des exceptions. Je crois que les exceptions vont continuer et c'est pas un procès qui va se passer en 24 heures. Ça va prendre des années que ça prendrait le faire. Non, ce n'est pas. On ne doit pas qu'on le dise la vérité. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est que ce procès, je dis, est historique pour notre pays. Il faut absolument qu'on s'investisse et qu'on crée les conditions pour que ça tienne bien. Mais nous disons
raison. D'abord, à ceux qui veulent manipuler, par exemple, les pro-Dadis du côté, où leur dit oui, le colonel Doumbouya a mis Dadis en prison et par conséquent, il n'est plus l'homme qu'il faut pour la transition. Nous leur disons non, c'est vous qui avez, les gens n'ont pas intérêt à ce que ce procès se tienne. Mais plutôt la population doit rester calme. Le président Dadis doit être préparé, l'église, tous ceux qui sont aujourd'hui autour de lui, qu'on puisse avoir accès pour le dire, ça pourra prendre le temps. S'il a pu prendre 13 ans d'entente, c'est pas 1 an, 2 ans, mais sa vie doit être préservée. Nous devons le préparer et ensemble, nous devons aider tous les autres aussi. Le colonel Tchéboro, il est là, PV, il est là, et ainsi de suite. C'est 13 ans, et je crois que, évidemment, parce que nous avons fait une demande SRS, que ceux qui ont organisé ces événements, qui ont planifié de A à Z jusqu'au 27, on a vu ce qui s'est passé à l'Abbé, le 26, le 27, le 25, nous devons remonter l'histoire pour savoir les causes de ces événements. Ces événements ces événements sont extrêmement liés. Moi, je profite de votre antenne pour vous dire, moi, j'étais aux États-Unis, à New York, ce jour-là, et M. Alpha Condé était aussi là-bas. Il a prié à la mosquée de Bronze le 27. Nous savons, il y a d'autres qui étaient à Paris, d'autres étaient à Dakar. Évidemment, d'autres sont rentrés ici le 27, si vous avez suivi, évidemment. Donc, c'est quelque chose qui a été préparé sur le plan international et local aussi. Donc, il est donc important que nous puissions ouvrir des témoignages sur les événements avant le 28 et après le 28 jusqu'au 3 décembre. Je pense que c'est un procès extrêmement important sur 3 périodes. Et en quoi c'est lié au voyage de Dadis à l'Abbé? Où se trouve le rapport entre ce voyage effectué à l'Abbé et le 28 septembre? Non, mais il y a des non-dits en fait. Quand il dit que ça a été préparé à l'international et sur le plan local, qu'est-ce qu'il voulait dire? Justement, dites-nous. Je crois c'est quoi le lien? Je crois que je suis l'une des personnes qui assume ses responsabilités. Moi, j'étais membre de NFD. Donc, de Mouktar Diallo. C'est un cadre important. J'ai été vice-président de ce parti. Tout le monde connaît l'histoire de ce parti par rapport aux événements. Alors, nous avons bien dit, vu la tension qui était en vue, vu aujourd'hui les communications qui sont passées à Paris, François Lonsenifal, il était, vous avez évidemment Mouktar Diallo, il est parti, d'autres sont passés par, excusez-moi, d'autres sont passés dans le parti. Nous avons dit qu'il y a, effectivement, tout le monde savait qu'il y a une tension qui était palpable partout et surtout ce qui s'est passé. Donc l'événement du 28 était un événement à haut risque. Et nous avons demandé à ce que les leaders appellent à ce qu'elle soit reportée. Et donc, cela n'a pas été fait. Aucun leader n'a pris sa responsabilité. Il y a d'autres d'ailleurs dans une des émissions. C'est ce que vous voulez dire. Mais beaucoup de leaders l'ont dit. Beaucoup de leaders l'ont dit. Mais vous n'allez quand même pas dire que ces leaders-là. Attendez, est-ce que le fait de braver une interdiction de manifester suffit à être canardé? Justement, attention, ce qu'il faut absolument comprendre cet événement, c'est de savoir. Vous tournez autour du pot. Non, il faut qu'on le sache. Vous tournez autour du pot. Qu'est-ce que vous en saviez? Ce que nous savions, c'est que, évidemment, les organisateurs de ces événements s'attendaient évidemment à ce qu'il y ait un bras de fer. Et là, nous l'avons constaté dans l'organisation. Le stade était fermé, hermétiquement fermé. Ce stade a été ouvert. Il faut qu'on sache pourquoi le choix du 28 septembre, qui est une date historique, pourquoi le choix du stade du 28 septembre, pourquoi ils ont choisi le stade? Pourquoi ils ont choisi cette date? Les organisations. Moi, je n'étais pas en Guinée. C'est bien les autorités. C'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'on sache que ça soit assumé. Non, mais attendez, vous tournez autour du pot parce que quand vous dites c'était prémédité, c'est comme si vous saviez, vous avez dit que vous étiez dans l'opposition. Ça veut dire, du côté de NFD à l'époque, vous saviez exactement ce qui allait se passer au stade. Ben non, ce qui se passait dans les différentes discussions qu'on avait, c'est que, évidemment, tout le monde s'attendait à que ce jour-là, Dadis quitte le pouvoir. Et Alpha l'a dit à Bronze. Comment les jours du mécréant sont comptés. Donc, il a eu effectivement des manifestations et des choses, je sais, ça. Donc moi, je me dis, non, excusez-nous. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se mente nous-mêmes. Justement, il faut absolument qu'on sache qu'est-ce qui s'est préparé le 28. Depuis tout à l'heure, autour du pot. Non, c'est pourquoi je vous ai dit, il faut bien qu'on remonte
pour savoir qu'est-ce qui a été préparé avant le 28 Mais vous étiez septembre. dans l'opposition. Non, mais évidemment. En fait, ce qu'il Moi, dit, je c'est t'avais qu'il posé. est Je pense que c'est clair. Non, La ville comprend permet. très bien. C'est qu'on écoute aussi ceux qui ont organisé Ceux qui ont organisé doivent être les premiers à être interrogés. Pourquoi ils ont choisi la date du 28? Pourquoi ils ont choisi le stade du 28 septembre? Pourquoi ils ont choisi cet événement historique? Et de l'autre côté, malgré l'interdiction qui a été faite, pourquoi ils ont forcé pour entrer dans un stade hermétiquement fermé alors qu'ils n'ont pas soit un espace libre? Et quelles sont les dispositions qu'ils ont prises? Monsieur Abbas, je vais dire Je commence à comprendre la peur, les craintes du Cellou Dalein Diallo qui dit que, in fine, ce procès, il faut craindre que les victimes deviennent, si tu veux, les accusés. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas en train de lui donner raison? Mais c'est pourquoi il doit être là, c'est pourquoi nous avons demandé, c'est pourquoi nous avons demandé que aujourd'hui le ministre Diané, il est présent, Cellou Dalein doit être présent, Sidia doit être présent, tous ceux qui aujourd'hui ont participé doivent être là pour dire pourquoi ils l'ont fait et qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il y a d'autres même qui nous ont dit qu'on parlait l'anglais là-bas. On parlait l'anglais. Tout ça, il faut qu'ils soient là pour le dire. Parce ceux qui disent que mais on nous a dit ça, on a vu ça. On a tous entendu ça déjà. On a tous entendu, mais il faut qu'ils soient là pour le dire. Alors, parce que j'étais là. Monsieur Abbas, vous avez quand même lâché deux choses. J'aimerais vous entendre là-dessus avec un peu plus de précision si vous le voulez bien. Vous avez dit que vous qui participiez à ces discussions, à la réflexion sur cette manifestation, vous aviez dit, vous vous attendiez, vous tous politiques, à ce que le 28 septembre, Dadis quitte le pouvoir. Ouais. Et L'un des organisateurs, Bakar Biro, l'a dit dans une émission que j'ai tenue il y a 2 jours. Il a dit clairement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé que si ces manifestations, il y a un seul mort dans l'organisation, moi, je démissionne des NFD le lendemain. Effectivement, j'ai démissionné le 29 septembre. Parce que je ne pouvais pas, moi, accepter que notre pays soit dans une telle situation. Bien. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé nous voir ce matin. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Bogola, d'être passé nous voir ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules. Voilà. Allez-y, mon cher Antoine. C'est de la dictature. Le roi d'Atlantique. On reçoit un acteur politique, on sait tous qu'actuellement le débat... On a une autre invitée qui nous attend. Je sais, mais on a un peu de temps encore. Il y a le dialogue politique qui est posé. On a suivi récemment la sortie de ces coalitions politiques ANAD, RPG et autres qui disent ne pas vouloir aller au dialogue parce qu'il n'y a pas de sincérité en face et que le CNRD prend des décisions de façon unilatérale. Qu'est-ce que vous, le FNDP... Si quelqu'un devrait avoir comme bilan politique le nombre de dialogues organisés, ça serait Alpha Condé. Mais tout ce qu'on a, il a organisé tellement de dialogues ici. Mais ce qui veut dire en réalité, le problème de la Guinée n'est pas ces débats-là. Aujourd'hui, nos amis n'ont absolument rien à proposer. Parce que le dialogue sur le chronogramme n'a pas de sens. Mais il y a des questions importantes. Excusez-nous. Il parle de facilitatrices qui auraient été choisies. Oui, excusez-nous. Unilatéralement. Parlons du fond. Parlons du fond. Nous avons proposé, il y a proposé 3 ans. Tout le monde est d'accord qu'un an, on peut organiser toutes les élections. Donc, les 1 an, on n'a pas de problème. Maintenant, la question, c'est sur les 2 ans liés au fichier électoral. Et là, tout le monde est d'accord que le fichier qu'on avait existant n'est pas complètement un fichier qu'on peut utiliser pour ces élections. Donc, ça veut dire qu'il faut un nouveau fichier. Mais ce nouveau fichier, on va l'établir sur combien de temps? Alors, le gouvernement dit, on va faire un recensement général de la population, le recensement à caractère administratif pour en tirer un fichier pendant 24 mois. Donc, c'est là le débat. Et ce débat, est-ce que ça vaut la peine que les uns et les autres prennent 1 an pour vouloir dialoguer? C'est qu'en réalité, ils n'ont rien. Mais ce qu'ils veulent, certains voulaient un gouvernement d'union nationale au scénario Jean-Marie Doré, et là, ils n'auront pas. Il y a un premier ministre qui est nommé, évidemment, et qui a pris ses fonctions. Donc ça, c'est ça. D'autres qui veulent, mais nous avons écouté, la demande a été faite ici. D'autres veulent qu'on libère les prisonniers alors que nous avons demandé que le problème de la Guinée, c'est l'enrichissement illicite qui fait que notre État est devenu un État faible, alors que il faut donc juger. Donc c'est pas ça qui va les discuter sur demander des libérer. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on va les discuter. Ceux qui n'ont rien, donc ils sont tout ce qu'ils utilisent, c'est aujourd'hui continuer à faire des rejets en rejet de toute initiative. Je voudrais quand même vous interpeller là-dessus. Entendons-nous sur un premier constat, un premier postulat. Oui. Tous les Guinéens aiment la Guinée.
Oui. Aucun Guinéen n'aime plus la Guinée que vous. Pas vous, plus que Cellou Dalein Diallo, par exemple. Oui. On est d'accord là-dessus. Et donc, la question, la voici. Pourquoi exiger tant des autres qui ne veulent pas participer au dialogue de céder sur certaines de leurs positions et pas vous? Non, nous disons que carrément la transition se passe comme ça se doit, parce qu'elle est en train de résoudre les problèmes exceptionnels tels que la récupération des biens de l'État, tels que la question de l'enrichissement illicite qui est le fait d'un certain nombre de fonctionnaires qui ne pouvaient même pas répondre à une convocation. Nous sommes en train de résoudre un problème du 28 septembre qui a sali l'image de notre pays à l'étranger. Donc ce problème-là, moi je ne vois pas pourquoi. C'est pourquoi je dis. Ce qu'on vous reproche, c'est une démarche unilatérale. C'est-à-dire que c'est vous qui fixez le cap, c'est vous qui imposez les choses. Les autres pas nous, moi, c'est pas du gouvernement. Oui, justement, mais vous défendez aujourd'hui cette politique du gouvernement. Justement, vous défendez. Est-ce que ce qui reproche aujourd'hui, cette démarche unilatérale, ce n'est pas ce qui plombe un peu la situation? Mais en fait, si vous avez 185 partis politiques, 250, parce que personne n'a créé d'entreprise ici, tout le monde a pris comme chose de créer que des partis et créer même un marché de partis politiques. Si vous devez consulter tout ce beau monde chaque fois, il faudrait donc aller à un bazar. Ce qui est sûr, nous avons fait 2 ans, nous avons fait plus de 2 ans en train de se battre ici pour que le régime d'Alpha Condé parte. C'est l'armée qui a pris sa responsabilité en tant qu'unité bien organisée, parce que c'est là, il faut un petit message pour dire merci à l'armée qui a maintenu son unité. Juste maintenant, c'est eux, en tant qu'organisation plus organisée, quand il y avait complètement plus personne pour pouvoir faire, ils ont pris leur responsabilité. Ils ont d'abord la responsabilité première de cette transition avant qui que soit. Ils peuvent nous consulter, mais si ça échoue, aujourd'hui, on dira c'est Doumbouya. Et si ça réussit, on dira Doumbouya. Donc, en vérité, il ne faut pas qu'on se mette à la place de Doumbouya. Il doit nous inviter, il nous consulte, mais nous ne sommes pas responsables de cette transition. C'est l'armée qui est responsable. Quand on sait que les dialogues ont échoué sous Alpha et avec le CNRD, on commence avec, et il y a les acteurs politiques qui demandent un médiateur. Et puis, on voit la proposition de facilitatrice. Comment comprendre tout ceci alors que tout ce dont on a besoin, c'est de se parler? C'est quand il y a crise. Aujourd'hui, notre pays n'est pas en guerre. Aujourd'hui, nous n'avons pas de terrorisme. Aujourd'hui, nous avons que des frustrés. Nous avons que des frustrés parce qu'ils sont touchés par la refondation. Et donc, par rapport à cette affaire, c'est une facilitation pour la consoler. C'est du pas que c'est ce dont on a besoin. Mais pas tout le médiateur qui est arrivé, attendez, le médiateur qui est arrivé, il a posé la même recette que tout le monde. Il dit, vous qui ne voulez pas aller là, allez-y. Non, attention, le médiateur a été clair. Il a écouté tout le monde. Et il a compris qu'il n'y a pas de grand problème. Quand vous résumez la raison pour laquelle l'ANAD et puis les autres ne veulent pas venir, au fait qu'il y a la justice qui les attend, c'est pas tout le monde que la justice attend de ce côté. Il y a d'autres formations politiques qui sont membres de ces coalitions qui ne sont pas concernées. Je n'ai pas dit que la justice les attend. Vous savez, quand les gens sont de mauvaise foi, bon, notre sœur Makalé est bien de Corée, hein, je veux bien dire que c'est vice-présidente. Alors, donc, ça veut dire qu'on a même pris parmi eux déjà quelqu'un qui est bien proche d'eux pour mettre dans cette affaire. Les autres dames, vous les connaissez aussi en termes de moralité. Ce que j'ai dit, c'est que il y a des gens qui veulent, qui sont frustrés par la refondation. La refondation, c'est pas seulement la CRIEF. Il y a la récupération des biens de l'État. Certains ont des litiges avec le club Roya à qui appartenait sa maison, parce que là, personne ne dit pas. Dans ce procès de cette affaire de maison, on parle d'un litige pendant. On parle d'un litige pendant. Vous nous apprenez des choses. Mais attention, monsieur, de quoi cette maison, il y a un litige depuis qu'il a acquis cette maison avec le club le Roya à qui appartient ce local. Roya Ban, c'est à eux appartient. Il y a un procès déjà, il y a 2 procès maintenant dans cette affaire de maison, et un l'État qui te donne un bien et puis il te reprend, c'est un problème. Alors réglez seulement à l'amiable cette affaire et quittez là-bas, parce que c'est un bien de l'État de toute façon que vous avez acquis. Même si vous avez acquis à des milliards, donc réglez ça, on ne peut pas s'asseoir pour ça, pour dire que je n'ai plus de maison, je ne rentre pas en Guinée. Je crois qu'il y a la mauvaise foi. Et ce que nous voulons dire aux uns et aux autres, c'est que notre pays, nous avons que 12 millions d'habitants. 12 millions d'habitants, c'est absolument rien par rapport à des pays qui ont plus d'1 milliard, qui arrivent on ne peut pas passer tout le temps à ne rien faire. Le bilan qu'on va attendre de Doumbouya pendant ces 2 ans ou 3 ans, qu'est-ce que tu as fait? Tout le monde reconnaît d'Alpha aujourd'hui. Sur le bilan social, il a fait Monsieur Abba, sur le bilan social, c'est aussi la vocation de cette transition. On peut bien construire des ponts, on peut aller très très vite sur les chantiers infrastructurels. On voit que ça avance très très vite de ce côté. Mais sur le bilan social, au plan de la cohésion, au plan de l'entente, au temps de l'inclusivité.
est-ce que ce n'est pas risqué d'aller, de tenir comme ça mordicus, de s'arc-bouter à ses positions, sans se dire, même si on estime que les politiques veulent simplement trouver un pouce sur un crâne rasé, il faudrait aller vers eux, les tirer à la table du dialogue, et c'est la question que je vous pose. Comment on va y accéder? C'est une question extrêmement importante. C'est une question extrêmement importante. La Guinée n'a jamais pu résoudre ses problèmes à cause de ses affaires sociales. Parce que la justice aujourd'hui, si vous voyez une seule personne qui prend plus de 15 milliards de dollars, absolument tout le monde est pauvre, et on met ça dans le cas social. La transition est faite pour faire des choses exceptionnelles qu'on n'a pas pu faire en période normale. Si aujourd'hui Doumbouya veut être populaire, l'homme le plus aimé de tout le monde, il ne fera rien. Alors que nous attendons c'est nous qui avons appelé cette transition en tout cas. Nous l'avons appelé pour faire des choses exceptionnelles. Donc nous n'attendons pas de lui une popularité. Nous n'attendons de lui qu'il fasse des choses importantes qu'un régime exceptionnel peut faire. Quand nous serons dans la phase de campagne, tous ceux qui sont candidats vont aller chercher à se faire aimer. Mais lui, il ne doit pas chercher à se faire aimer. Parce qu'il doit faire des choses exceptionnelles. Merci beaucoup, monsieur Bogola, d'être passé nous voir. C'est une grande découverte pour moi ce matin. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin. Mesdames et messieurs, les grandes gueules pour votre plaisir. L'émission continue dans un instant avec Aya Diawara.